On ne se limite pas là-bas. En mars 2009 plutôt, Joseph Kabila, disons le régime Joseph Kabila, devrait négocier aussi avec l'armée rwandaise pour faire des patrouilles mixtes et chasser le rebelle rwandais aux frontières du Rwanda. Je me rappelle moi-même, j'ai été victime parce que ce qui se passe actuellement. C'est vrai, on accuserait les Tutsis, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de reconfigurer la géopolitique de la région. Et ceux qui ont décidé de configurer la géopolitique de la région, ce ne sont pas les Rwandais, ce sont nos amis capitalistes qui étaient à Berlin en 1885. Et ces gens pensent que le Congo leur appartient. Donc ils ont le pouvoir sur nos dirigeants et sur nous. Dans son ouvrage, La géopolitique de stabilité dans la région du Grand Lac, réflexion sur les réfugiés, ces acteurs, auteurs de l'imitation géopolitique, le fait procès de Biloya en Koutou a démontré comment les réfugiés rwandais sont instrumentalisés par les puissances occidentales pour étendre leur influence dans cette partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, on qualifie actuellement la région de Grand Lac. Cette nomination, ça ne vient pas des Africains, ça vient des Européens, surtout les Hollandais, les Britanniques et les Allemands, qui ont voulu créer leur espace d'influence en Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Mais comment est-ce que les autres ont pensé d'utiliser le réfugié rwandais? Tout a commencé avec le soutien de la Tanzanie et de Museveni à la rébellion ougandaise menée par Yoweri Museveni. Et Museveni, avec sa rébellion, a utilisé les réfugiés rwandais qui étaient éparpillés dans la sous-région, dans les pays voisins. Ces réfugiés rwandais viennent de l'ancien royaume du Rwanda, on peut appeler aussi, qui a été chassé du pouvoir par Yaminada avec la révolution Hutu. Ils sont partis de la Tanzanie, donc tous les réfugiés rwandais de 1959 et autres, qui sont ajoutés après, ils sont partis de la Tanzanie avec Museveni pour faire la guerre à l'Ouganda de Yaminada. Museveni prend le pouvoir. On prend le pouvoir avec le soutien des réfugiés rwandais, qu'on appelle actuellement Tutsis. Il a permis à ce que ces réfugiés accèdent à des postes stratégiques. Ce qui a fait qu'en Ouganda, les populations n'ont pas accepté. Museveni était obligé de se séparer avec ces réfugiés en les soutenant à son tour de prendre le pouvoir au Rwanda en chassant Abiyarimana. Et pendant cette période, on a chassé Abiyarimana, il y avait des problèmes chez nous. Des Tutsis congolais qui avaient eu la nationalité collective en 1971 sous le directeur du cabinet du président de Abiyarimana, se sont vus retirer leur personnalité en 1981. Ils étaient obligés de s'associer avec tous les Tutsis qui étaient dans la région, dans la sous-région, pour faire la révolution. C'est ainsi que la guerre de l'Afdel a commencé. Cette guerre de l'Afdel, qui n'était pas remontée seulement par les Rwandais,
ou bien le réfugié rwandais, ça a été monté en Amérique par les clans Bill Clinton avec les nationales anglo-saxons pour instrumentaliser les Rwandais, les réfugiés rwandais et mettre la main sur le Congo afin de contrôler les richesses. C'est ainsi que l'armée rwandaise, burundaise et ougandaise ont envahi la RDC. Mais il faut se comprendre, c'est après la guerre froide que sous Bill Clinton, on a pensé qu'il y avait de nouvelles élites qui pouvaient jouer un rôle important dans le cadre de la nouvelle renaissance africaine. Et parmi ces nouvelles élites, vous avez Museveni, vous avez Kagame, il y a encore un autre d'Érythrée et d'Éthiopie. Donc les Américains les ont utilisés pour contrôler un peu toute l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Mais pour légitimer la guerre de la FDL, les Rwandais, les Ougandais et les pays occidentaux, l'aide internationale, étaient obligés de chercher un Congolais, un Congolais autochtone. C'est M. Museveni qui va présenter M. Laurent Kabila à Kagame. Kagame ne le connaissait pas parce que ça fait longtemps que vous étiez dans les maquis. Et là, M. Kabila a pris la tête de la révolution, la FDL. Mais dans les calculs, selon les accords de l'Émirat, ce n'était pas vous êtes être président. Ils allaient à Lubumbashi, le 17 mai, après la fuite du pouvoir, ils se proclament président. C'était une surprise pour eux. Museveni et Kagame, les ministres, n'étaient pas très contents que Musée ait fait par tous les moyens pour les dribbler, comme on parle en français facile. Mais quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa, il a placé, ou bien le Rwanda, l'Ouganda ont placé dans les institutions de la RDC, au sein de l'armée, des Rwandais et des Ougandais. Pour preuve, vous savez, il y avait Kabarebe, James, qui était un général rwandais, mais qui était le chef d'état-major des forces armées congolaises sur Musée. Il y en a d'autres aussi, comme Bizi Makara, qui étaient aux affaires étrangères. Là, on a vu que les Rwandais, les Banyamulenge et les Burundais, les Ougandais se sont retrouvés dans les institutions de la RDC. Ne voulant accepter la tutelle du Rwanda, de l'Ouganda, nous avons Rwanda Kabila va se libérer de cette tutelle. Il a commencé par émonger les chefs d'état-major dans Kabarebe et décida de chasser les militaires rwandais et ougandais, l'armée congolaise, le 27 juillet 1998. Ce jour-là, je pense que pour les gens qui sont âgés, ils savent ce qui s'est passé le 2 août. Parce que quand on a chassé les troupes, des militaires rwandais et ougandaises, la réaction des soldats et des politiques aussi remerciés ne s'est fait pas attendre. Donc c'était le début de la guerre, la deuxième guerre d'agression. C'est qu'on peut appeler la guerre du RCD. Le 2 août 1998, les officiers militaires des forces armées zaïroises basées à Goma et des combattants Banyamulenge, incités et appuyés par l'armée patriotique rwandaise, déclenchent une nouvelle rébellion à partir de Goma dans le Kivu. Ils créent un mouvement appelé Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, et occupent le Kivu. En occupant le Kivu, Kigali appliquerait les fameux accords secrets de l'Émirat, qui donneraient le droit d'occuper le Kivu, considéré historiquement rwandais. Cette deuxième rébellion soutenue par Kigali avait un autre objectif,
de renverser le président Laurent Désiré Kabila. Le 6 août 1998, à un mouvement de contournement, les rebelles s'emparent d'un avion de ligne congolaise et atterrissent à la base gouvernementale de Kitona sur la côte atlantique dans la province du Bas-Congo, où ils sont rejoints par les troupes gouvernementales mutinées. Plusieurs villes de l'Est et aux alentours de Kitona tombèrent ainsi sous le coup du FCD, du Rwanda et de l'Ouganda. Face à cette situation, Laurent Désiré Kabila fait appel à la population de Kinshasa pour défendre la ville en attendant les troupes des armées zimbabwéennes, angolaises et libyennes. Le 29 août 1998, les armées congolaises reprennent le contrôle du sud-ouest grâce à l'appui des troupes du Zimbabwe et de l'Angola. Le 27 août 1998, elle bénéficie du soutien des soldats de la Namibie, puis le 28 septembre 1998, ceux du Tchad. Donc c'est ce qu'on a commencé à appeler la guerre africaine. Donc ça devient une guerre régionale où vous avez d'un côté les troupes ougandaises, rwandaises, burundaises, et en face vous avez les troupes angolaises, zimbabwéennes, namibiennes. Suite à l'échec de l'aventure rwando-ougandaise et le Conseil de sécurité des Nations Unies vont intervenir le 31 août 1998, appelant à une solution pacifique du conflit en RDC, notamment un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les forces étrangères et l'engagement d'un processus pacifique de dialogue politique en vue de la réconciliation nationale. Ici, il faut relever que pendant que le Rwanda et l'Ouganda, les armées rwandaises et ougandaises occupaient déjà l'Est du Congo, nous avons Laurent Désiré Kabila avait dénoncé, personne ne les prenait au sérieux. Nos amis occidentaux, avec leurs médias, ils disaient que c'était la rébellion banyamolienne. Donc il a fallu qu'il y ait l'intervention de l'Ouganda, de l'Angola, de Zimbabwe et de Namibie pour sauver Mzee Kabila, mais aussi sauver le Congo. Dans cette intervention, il faut relever ici que le Zimbabwe a joué un rôle très important. N'eût été l'intervention de Mugabe personnellement, le Congo serait déjà balkanisé. Je pense qu'il faudrait que ceux qui sont encore jeunes relisent cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mzee Kabila a eu des contacts avec, le président zimbabwéen. Et l'homme, comme un ancien maquisard, il avait le sens de l'histoire. Le président zimbabwéen a décidé seul, sans consulter son parlement, sans consulter son gouvernement. Il a amené des troupes à l'aéroport de Dili. Les Occidentaux ont fait pression sur lui, l'homme n'a pas cédé. Donc c'est pour rappeler aux gens aujourd'hui qui sont à Kinshasa, qui voient avec évidence que sans les Zimbabwéens, le Congo serait balkanisé. Bien même négocier au même niveau avec le président Kabila, donc le gouvernement congolais. Le 16 janvier 2001, après avoir signé l'accord de Lusaka, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau au Palais de Mar à Kinshasa. C'est Joseph Kabila qui le succède comme nouveau président de la République du Congo, démocratique du Congo. Ainsi, le 22 février, parce que Joseph Kabila ne voulait pas l'accord de Lusaka, il avait totalement refusé, mais quand le président Kabila est arrivé au pouvoir, le 27 février 2002, c'était le début du dialogue intercongolais en City, en Afrique du Sud. 360 délégués représentant les principaux belligérants, donc le gouvernement de Kinshasa, mouvement de libération de Jean-Pierre, le mouvement national de libération de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda, Rassemblement congolais pour la démocratie, Azalias Koubewa, soutenu par le Rwanda, l'opposition politique non armée, comprenant plus d'une quinzaine de partis politiques, ainsi que 80 délégués de la société civile.
après des discussions, sous la conduite du gouvernement sud-africain et du représentant secrétaire général des Nations Unies, Moustapha Niasse, les Congolais aboutissent le 17 décembre 2002 à Pretoria, en Afrique du Sud, à la signature d'un accord global inclusif. Ainsi, au terme de ce consensus obtenu, signé à Pretoria le 17 décembre 2002 et endossé à Sun City le 2 avril 2003 par toutes les parties, la guerre est donc officiellement finie et une transition politique du 24 mois est décrétée qui devra aboutir à l'organisation des élections générales. Et ces élections, avant qu'on reconnaisse aux élections, on a mis un gouvernement national qui va piloter la transition avec une formule magique 1+4. Cela signifie un président, qui était le président Kabila, et 4 vice-présidents. Il y avait Ouméra, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Eronia, mais aussi Arthur Ngoma, Saïd. Dans tout ça, il y a des choses qui doivent être les Congolais. À Sun City. Généralement, ils étaient partis pour boire et manger, mais ils n'étaient pas tellement très attentifs à ce qui s'est passé. Quand on a mis en place la formule 1+4, Azaz Ouméra a pris la charge de la défense et de la sécurité intérieure. Or, Ouméra était proche du Rwanda. Donc la sécurité, le renseignement et l'armée étaient sous le contrôle du Rwanda à travers l'Ouméra. Et Jean-Pierre Bemba, deuxième vice-président, a pris en charge l'économie et les finances. Il était proche de l'Ouganda. L'opposition de ces deux vice-présidents offre l'occasion à l'Ouganda et au Rwanda de contrôler l'armée, les services de renseignement et l'économie de la RDC. Tous les rebelles sans distinction de nationalité ont été intégrés dans l'armée nationale par les processus dits de brassage des troupes. Donc on a pris notre armée, on a récupéré tous les bandits qui étaient à l'Est, qui tuaient nos populations. Et ça a été conseillé par nos amis et frères qu'on appelle la communauté internationale, qui étaient complices. Parce que c'est elle qui est à la base de la guerre à l'Est, avec un projet de la balkanisation. Ainsi, le Rwanda va occuper les provinces du Kivu et l'Ouganda, la province orientale, pour piller systématiquement les richesses du Congo. Rappelez-vous de la guerre de Sangani, où les troupes rwandaises, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont affrontées. Ça fait beaucoup de morts. Il y a eu, après avoir mis en place la formule 1+4, de transition, il y a eu des élections en 2006, où le président Kabila a été élu président et chef de l'État. Mais ce qui est frappant ici, chaque fois que nos amis Banyamulenge et d'autres ici, parce qu'il faut dire que tous les Banyamulenge ne sont pas tous ici. Donc tous les Tutsis ne sont pas des Banyamulenge, il y a des Banyamulenge, il y a des Tutsis. Il faut avoir cette différence. Donc il faut qu'on comprenne à chaque fois qu'il y a des négociations. Et quand nos amis pensent, ils voient qu'ils perdent un peu le pouvoir, le contrôle de l'armée et tout, ils créent une crise. Il y a eu d'abord la crise du FCN, quand vous n'étiez pas d'accord. Il a décidé de chasser dans des places stratégiques tous les Rwandais, Ougandais et les Banyamulenge qui étaient avec les autres pour faire la rébellion à l'RDC. En 2004, pour ceux qui ont encore la mémoire, on s'est rappelé que le Rwanda, on appelle le Batouare, dans le cadre de l'intégration d'armée, de brassage, a refusé d'intégrer l'armée nationale.
il est resté dans le sud Kivu, mais il a gardé une grande partie des militaires issus du RCD. En fait, ce sont des imitations. Vous avez la FIDEL, ça ne marche pas. On crée RCD, ça ne marche pas. On crée CNDP. C'était le début de la troisième guerre. Kunda se déclarait défenseur impénitent des Tutsis. Il exige l'expatriation des Hutus et l'érection du territoire des Minembwe. Situé dans le sud Kivu, ce territoire du nom de Minembwe avait été créé le 2 septembre 1909 par l'RCD Goma, qui gérait encore les deux provinces du Kivu. Plus grand que le Rwanda, ce territoire livrait plus de 300 000 bébés de fusils et plus de 300 000 vira, de 3 quarts des terres vitales parmi les plus fertiles, irriguées et riches en or, cassiterie, coltan et cuivre. Ces autochtones allaient se trouver confinés sur une bande de terre longue d'à peu près 190 km et large d'à peine 2 à 5 km. Le RCD avait créé ce territoire après un nettoyage ethnique implacable. C'est là que vous comprendrez les débats sur Minembwe aujourd'hui. En dehors de Banyamulenge, ce territoire regorge beaucoup de richesses minières. Il y a les montants. Donc, si le problème pose, si le territoire de Banyamulenge ou bien la commune pose problème, c'est parce qu'on l'a créé. Ça a pris une partie des autres territoires, des Bafulero, des Babem et autres. Et curieusement, c'est là où il y a des minéraux. Et les autres n'ont pas accepté qu'on puisse prendre leur terre, leur territoire. Voilà pourquoi, dans cette partie du pays, il y a des problèmes depuis que l'RCD a mis en place ce territoire. Mais il faut dire ici que le président Tshisekedi a pris une bonne décision de faire appel aux scientifiques qui ne sont pas d'ici Kivu pour essayer un peu de résoudre cette question. De toute façon, pour les veuille ou non, il faut trouver une solution. Et ça demande de ne pas utiliser le cœur. Il faut que nous ayons une intelligence pour qu'on s'en sorte. Parce que ce qui se joue ici, non seulement c'est la sécurité de notre nation, mais aussi l'indépendance de l'Afrique. Ils étaient obligés de réguler. Donc ici, c'est pour relever l'importance de l'opinion. Si l'opinion mobilisée, ceux qui ont des ambitions sur notre pays peuvent reculer. En 2007, le gouvernement du président Kabila décide d'en découdre avec le CNDP de Nkunda. L'armée nationale sera vaincue par les troupes de Nkunda soutenues par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale. Après cette défaite, le gouvernement congolais est obligé de négocier en position de faiblesse avec le CNDP. Ces négociations ont abouti à l'acte d'engagement de Goma signé le 23 janvier 2008. Il faut dire ici que quand le gouvernement congolais a décidé d'attaquer et de mettre Nkunda à l'ordre de nuit, on a mobilisé une affaire de 26 000 militaires. On a acheté des armes. Mais ça, on ne savait pas qu'on était déjà infiltré, non seulement par les transfuges d'IRCD ou bien de la FIDEL, les Rwandais qui étaient dans notre armée. Et dès qu'on a déplacé les armes et les militaires, qu'on a eu l'information, après quelques affrontements, on a mis la main sur toutes les armes qu'on avait achetées. C'était une humiliation pour le gouvernement de Kabila. Après cette défaite, le 23 mars 2009, le CNDP signe des accords avec le gouvernement congolais. Conséquence, les rebelles sont intégrés dans l'armée nationale
par le processus de mixage. Les anciens rebelles, on a fait les brassages. Avec le CNDP, on a fait les mixages. Et le CNDP va se lever en parti politique et intègre les institutions de la République. Mais malgré tout ça, certains Banyamulenge sont restés, militaires Banyamulenge sont restés à l'est du Congo. Kunda est arrêté, il a gagné. Les mouvements semblent s'essouffler. Le 23, au mois de novembre 2012, on va apparaître la rébellion M23. M23 n'est d'autre que la continuité du Rassemblement congolais pour la démocratie créé le 2 août 1998 et du CNDP de Rwanda créé en 2004. D'ailleurs, le nom mouvement du 23 mars ou M23 est la date de la signature des accords entre le gouvernement congolais et le CNDP. La nouvelle rébellion revendique la mise en œuvre de ces accords signés entre l'État congolais et le CNDP en 2009. Au mois de novembre, la rébellion du M23 et les troupes rwandaises occupent Goma, dans la province Nord Kivu. L'armée congolaise et les troupes de l'ONU ont fui, se sont repliés sur Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ici, il faut rappeler, ce n'était pas tellement les rebelles M23, c'était l'armée rwandaise, et là, qui était sur le terrain. Et pour la première fois, il y a eu des élections des Américains et de Britanniques. Il y a eu l'intervention du ministre des Affaires étrangères britannique, William Hague, et le secrétaire général, le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui ont téléphoné personnellement à M. Kagame. On lui a demandé de retirer ses troupes de la RDC. Kagame a exécuté. C'est ainsi que vous avez vu que quand notre armée a attaqué, on a mis les M23 en état de nuire. Une partie s'est réfugiée au Rwanda, une autre en Ouganda. Et cette fois-ci, l'armée a été secondée par les forces des Nations Unies, donc la MONUSCO. Cette nouvelle guerre, donc la guerre de 2023, avait pour objectif d'obtenir la sécession de l'île Kivu. Il y a eu un représentant de James Kabarebe qui a eu une réunion à Gisenyi. Et ce représentant est arrivé au Congo, donc à l'est, au Kivu, pour dire que les Rwandais et l'Ouganda, pour dire que les Rwandais soutiennent M23 et l'objectif c'était d'annexer le Kivu et donc, les provinces du Kivu. Donc cependant, les ambitions du Rwanda et de l'Ouganda sur la partie de notre pays ne datent pas d'aujourd'hui. En 2003, un certain Xavier Chiribanya avait lancé un mouvement sécessionniste dont l'objectif était de séparer les provinces de Maniema, du nord et du sud du Kivu, et les districts de l'Ituri du reste de la RDC. Vous comprendrez pourquoi toutes ces provinces ont des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, les groupes des groupes d'experts du rapport des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles de 2012 estimait que la présence du Rwanda a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui sont
déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Ici, il ne s'agit pas ni des Rwandais, pardon, ni des Hutus, ni des Tutsis. Ici, on parle des Rwandais. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont à l'est du Congo se rendent compte, même si on parle de Tutsis de manière générale, mais on est en train de placer les Rwandais donc, aux frontières avec l'RDC. Donc, on tue le Congolais, on traumatise les Congolais, on les chasse, ils entrent à l'intérieur, entre-temps, on place les réfugiés rwandais et autres, on les place là-bas, avec tous les Hutus qui avaient fui les génocides. D'autre part, pour finir avec la rébellion du M23, qui en réalité est composée des troupes du Front patriotique rwandais, un accord cadre d'Addis Abeba est signé entre l'M23 et le gouvernement congolais dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs le 24 février 2013. Après cet accord cadre d'Addis Abeba en Éthiopie, curieusement, les négociations sont ouvertes à Kampala en 2013 entre les représentants du gouvernement congolais et les rebelles du mouvement M23, avec comme médiateur les parrains de la guerre d'agression des présidents Museveni. C'était curieux, un pays qui nous agresse, nos amis occidentaux nous conseillent d'aller chez lui chercher un peu la médiation. À Kampala, l'M23 avait proposé à la médiation organisée par Museveni un projet à soumettre aux représentants du gouvernement congolais. Certaines dispositions de ce projet d'accord reconnaissent au M23 l'entière souveraineté des territoires sous son contrôle. L'article 5 de ce projet d'accord dispose que, du fait des guerres récurrentes ayant entraîné la destruction des infrastructures, du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement suite au déficit d'une paix durable et de la sécurité durant les dernières décennies dans l'Est de la RDC, le gouvernement s'engage à décréter la partie Est de la RDC, donc Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Uele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée. À ce titre, la zone déclarée sinistrée devrait jouir un statut administratif particulier, 2, d'un plan de développement spécial, 3, d'une large autonomie fiscale. Comme vous savez, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, je regarde M. Freddy, nous avons toujours été avec lui dans les combats de l'occupation de la RDC. Je voulais un peu réagir aux interventions. D'abord le professeur, il y a, je vois, l'occupation pacifique. Et je ne sais pas si j'ai bien suivi, cette occupation pacifique est généralement favorisée par les autochtones. C'est le cas, par exemple, de nos frères
Tutsis ou Rwandais qui se sont retrouvés congolais au Congo grâce à l'occupation, grâce, disons, par l'intermédiaire de directeur du cabinet du président Mobutu Biseguimana. Je crois que on avait suivi sur les réseaux sociaux lorsque Rwanda s'est baigné, quand il a commencé son travail au service de sécurité, il avait reçu un dossier de Mokolo Bongo qui dénonçait l'infiltration des Rwandais à travers Biseguimana. Et Mokolo Bongo a eu le problème avec Setiale. Donc il ne s'entendait pas. Je crois que nous avons voulu, le professeur nous dise que l'infiltration pacifique, c'est généralement favorisé par les autochtones. Alors, ma réaction aussi à Freddy, c'est juste compléter ce qu'il a dit. Vous avez cité cette infiltration ou l'occupation de la balkanisation qui est favorisée par les Congolais, donc les autochtones. Vous avez cité Tchobé en premier lieu, vous avez cité Kalonji. Et Mobutu, vous ne l'avez pas cité, parce que Mobutu a pris comme directeur du cabinet Biseguimana, alors que Biseguimana était connu bien comme Rwandais. Il était le président des étudiants rwandais à l'université de Kinshasa à l'époque, INASA. Ils ont même étudié, ils étaient ensemble avec Étienne Tshisekedi. Biseguimana était en polytechnique, Étienne était en droit. Donc Mobutu, parmi les gens qui ont favorisé aussi la balkanisation, vous n'avez pas non plus cité le rôle important joué par Joseph Kabila. Vous savez, lorsqu'on tue un président qui est au pouvoir, les auteurs ou les assassins ne sont pas loin, ce sont plutôt ceux qui les succèdent. Parce que quelqu'un d'ailleurs ne peut pas s'hasarder, nous éclairons, il s'hasarde de venir prendre le pouvoir parce qu'il ne sait pas comment ça a été fait. Ce sont les gens qui sont dans les coups qui prennent le pouvoir. Par exemple, le Congo-Brazza, on a tué Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, c'est lui qui est passé Yobi. Ils étaient avec le Sassou. Un peu partout en Afrique, ces exemples-là, ces expériences. Mais vous n'avez pas fait allusion à cela. Et aussi, certains accords qui ont été signés avec Joseph, ils ont favorisé aussi la balkanisation. Je vais vous citer les patrouilles mixtes dans la province orientale. À l'époque, la RDC devrait signer des patrouilles mixtes avec l'Ouganda pour permettre que la LRA et les ADF ne puissent plus déranger les deux pays en principe. Mais on a vu ces patrouilles mixtes, c'est plutôt, on a favorisé que l'Ouganda se tranquillise et que la RDC puisse souffrir. Donc, ces accords-là
ont fait que la LRA était poussée dans le Congo profond et les alertes que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les ADF ne tuaient pas les Congolais. Mais c'est à partir de ces accords. Ils avaient accord signé, Joseph Kabila toujours, et là, les signatures, c'était les chefs militaires qui devaient signer, mais à l'époque de l'Ouganda, les chefs d'état-major ougandais a signé, mais chez nous, ce n'était pas les chefs d'état-major, c'est plutôt John Lumbi, qui n'était pas chef d'état-major qui avait signé. Donc il faut des choses qu'il faut relever que la jeunesse en fait puisse connaître cela. On ne se limite pas là-bas. En mars 2009 plutôt, Joseph Kabila, disons le régime Joseph Kabila, devrait négocier aussi avec l'armée rwandaise pour faire des patrouilles mixtes et chasser le rebelle rwandais aux frontières du Rwanda. Je me rappelle moi-même, j'ai été victime parce que c'est une décision idiote, parce que le patrie mixte, qu'est-ce que ça signifie? Les rebelles rwandais, à l'époque ce sont des Interahamwe, des FDLR, ils se trouvaient au Congo et que ce patrie mixte, on devrait le faire dans les territoires congolais, dans les villages congolais. Et des jeunes qui ont impacté le monde. C'est-à-dire que cette formation doit vraiment ancrer en nous, afin que nous puissions mettre en pratique. Et je vais en profiter parce que ici je ne vois pas la police avec nous, mais comme je vois la RTNC, je vais en profiter pour poser une petite question. Vous savez, comme l'a dit le CG, mon prédécesseur, deux fois, nous politiques, nous sommes barricadés par rapport à des actions que nous faisons pour, bien sûr, la question, par exemple, de balkanisation. Vous avez trouvé la police devant vous, frappée, tabassée, parce que vous revendiquez. Mais allons du côté de la RTNC. Allons du côté de la RTNC. Je veux partir d'une citation d'un éminent professeur Ndondoroni, sciences politiques. Il disait toujours la politique englobe. Alors, en revenant sur la RTNC, aujourd'hui, vous verrez que de par moment, le journaliste, ou soit la plume, la presse, perd ce caractère impartial et perd l'idéologie même de la presse. Qu'est-ce que la RTNC préconise pour accompagner l'État face à ce fléau de balkanisation? Parce que vous avez bien dit tantôt que vous allez suivre ailleurs, ça s'est dit, mais chez nous, au Parlement, personne n'est dit. À la RTNC, rien n'est dit. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour accompagner l'État congolais à lutter contre ce fléau qui nous guette? Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez promettre à la jeunesse protestante particulièrement et la jeunesse congolaise en général par rapport à l'idéologie et l'impartialité de la presse? Je vous remercie. Néanmoins, je reviens pour dire que la question de la balkanisation, c'est une question des vies de l'État. Et nous tous, Congolais et Congolaises, militaires, policiers, nous devons nous unir pour défendre l'intégrité territoriale de notre État. Merci. Merci.
l'actuel président national et moi et les autres collègues, nous avions des collègues Tutsis qui ont étudié avec nous, qui venaient à travers la CEPAC, la CELPA, qui sont des communautés largement implantées dans le Kivu. Et on savait que ces personnes, comme Bibumbo ou autres, étaient d'origine étrangère. Mais on a eu aussi à l'UPC beaucoup de pasteurs angolais qui se reconnaissaient comme tels. Bon, ce qui est mauvais dans la société au large, c'est la dissimulation de ce que l'on est et la prétention de prendre la place de l'autre. Ça, c'est ce qui est dommage, un fort dommage. Alors, peut-être qu'il faudra commencer un nouveau recensement pour savoir s'il y a des infiltrés. À la deuxième question de savoir qu'est-ce que nous faisons actuellement. Je vous ai dit que j'étais modérateur national, je ne le suis plus. J'ai laissé le bâton de commandement à un autre collègue qui normalement devrait faire ce travail avec le président national et le nouveau leadership de l'Église. Sinon, nous sommes là, disposés à servir si on fait appel à nous. Pour votre information, lorsque les résultats présidentiels de 2018 ont été publiés et qu'on s'est trouvé devant un problème à l'ECC parce que Félix Tshisekedi et son challenger étaient tous membres de l'Église du Christ au Congo. Le président de l'ECC, Bandundu, m'a appelé et lui et moi, nous nous sommes référés au président national pour lui dire ce que nous pensions à faire entre les deux frères. Et nous avons proposé des choses selon notre diplomatie classique, traditionnelle, travailler en secret pour obtenir des résultats. Et je crois que le président a essayé des choses pour tempérer un peu, mais je ne sais pas si ça a été un grand succès. Ça a peut-être aidé sur l'un ou l'autre aspect entre Fachi et Mafa. Ils sont tous fils de l'Église. Et donc, comme je le dis, on le fait en étant dans une position officielle. Donc, vous ne pouvez pas vous hasarder, sortir un jour comme ça. Mais j'ai une double contribution à titre tout à fait individuel sur la question générale de l'Est. Après toute cette longue expérience, surtout après la dernière entrevue qu'on a eue avec le président rwandais, j'ai pris l'engagement d'écrire un livre sur les 5 dernières guerres Tutsi et l'équilibre de la région de Grand Lac. Et ce livre, pour des raisons historiques, pour respecter les normes, tarde parce qu'il faut un recul selon un certain calcul de temps par rapport aux faits majeurs. Hein, comme vous le savez, depuis 1994, les Tutsis se sont mis en rang, de l'Ouganda au Rwanda et même au Burundi, prenant en compte les Tutsis installés au Congo, notamment à Massissi et dans les hauts plateaux du sud Kivu. Mais depuis lors, ils ont mené 5 guerres. Et ces 5 guerres sont déterminantes pour la situation globale de la région de Grand Lac. Alors, la deuxième contribution qui est provoquée par le débat actuel, c'est un petit livre sur Minembwe. Minembwe, territoire ou commune rurale. C'est un sociodrame
émotionnel, historique et administratif qu'il faut éclairer. Et donc, nous sommes sur ce livre-là. Nous voulons mettre devant l'opinion les différentes phases et les différents documents historiques qui permettent de comprendre de manière simple la question de Minembwe, qui fondamentalement ne devrait pas être à Minembwe, mais plutôt sur la colline de Moulengue. Il faudrait que les Congolais à Kinshasa aient la volonté de puissance. Nous sommes dans un monde où si vous êtes faible, on vous écrase. Donc si on n'a pas cette volonté de puissance, on va perdre le pays. Il faut que ça soit au niveau d'une élite ou bien au niveau d'un leadership collectif. Pas d'avoir seulement les hommes politiques, il faut au niveau intellectuel, au niveau religieux, au niveau sportif, au niveau musical, au niveau culturel en général, qu'il y ait quand même une certaine élite qui émerge. Si en construisant un autre narratif, donner confiance aux Congolais, donner l'amour du Congo, qu'ils savent au moins se défendre. Et quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour stopper la machine de la balkanisation? Il n'y a que l'armée d'abord. Ce n'est pas la volonté politique, la volonté de puissance. La puissance, c'est d'abord l'armée. Donc, quand vous avez la volonté politique, la volonté de puissance, avec une forte armée, on peut mettre fin. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui font la guerre ne sont pas des Africains, ce sont ceux qui sont derrière. Donc, il faut aussi penser à une diplomatie, comment jouer tout ça, pour éviter que les pires nous arrivent. Et comment vous voyez notre diplomatie au regard de tout ce qui arrive à l'est du pays? Oh, il y a un vide, il faut repenser la diplomatie aujourd'hui. Merci. Okay. Je suis le vice-président national de la Fédération nationale de la jeunesse protestante. Et actuellement, je suis le conseiller du questeur du Sénat. Vous avez participé à cet atelier. Comment pensez-vous que la RDC pourra-t-elle s'engager pour amorcer ou bien désamorcer ce processus de la balkanisation? Vous savez, c'est une question qui date. D'abord, c'est une question qui date. Si vous suivez l'historique de notre pays, c'est une question qui date. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil, parce que c'est une question qui met ensemble et l'opposition et la majorité. Et nous, en organisant cet atelier, nous voulons engager la jeunesse à prendre conscience par rapport à l'intégrité territoriale de notre pays. La RDC, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont légué et nous devons nous battre. Et nous devons vraiment nous battre à fond pour la conserver. Estimez-vous que les institutions sont suffisamment engagées pour contrer ce processus? Effectivement, nous faisons confiance à l'État congolais. Et en même temps, vous savez, nous sommes de protestants. Le protestantisme, c'est une révolte, c'est un réveil. Et c'est comme ça que nous, pendant ces assises ou pendant ce mois de la jeunesse, nous nous sommes dit que nous devons nous engager. Nous devons nous engager parce que la pulsion que nous pouvons mettre étant la jeunesse peut aussi affecter et peut aussi arriver à toucher les autorités de l'État afin qu'ils puissent agir et réagir par rapport à ce que nous allons faire, par rapport à nos démarches. Ouais? Donc c'est comme ça que nous sommes là pour éveiller la jeunesse et engager la jeunesse afin de se battre pour l'intégrité de notre pays. Est-ce que la jeunesse est mieux préparée pour affronter la machine de la balkanisation? Ben effectivement, la jeunesse elle est spontanée, donc elle doit agir spontanément. Et c'est comme ça que nous avions invité les historiens, nous avions invité le professeur, le Jean outillé, afin qu'il puisse nous donner l'information réelle, que nous soyons informés. Et une fois que nous sommes informés, nous saurons comment nous y prendre par rapport à ce que nous allons mener comme démarche. Est-ce qu'effectivement la jeunesse est préparée pour ça? Effectivement, c'est ce que je viens de répondre. C'est-à-dire que nous sommes engagés, nous sommes des protestants et nous sommes là pour nous battre par rapport à ça. Vice-président Mukena moi lopoto na biso lingala pona bando na biso ba diaspora lelo bo sangasi jeunesse nyonso ya protestana bo s'attendre na nini po etali bongo balkanisation. Lelo bomoni ba jeunesse nyonso ya protestant et lobiete ba président ba communauté, ba président provinciaux, ba outi ba province nyonso na biso ya RDC baza awa po ete to lobela question o etali balkanisation ya mboka na biso po ete za eloko ezo loba masiko biso tolingi mboka na biso
ezala uni pe tolingi mboka na biso ndenge bakoko batikela biso na yango nde tosangisi ba jeune nyonso na oesika po ete tolobela yango pe to réfléchir lolenge kani biso pe tokoki kozala important pona ko bunda po ete mboka na biso etikala ndenge bakoko batikela biso na ba frontière nango nyonso. Pona petit peuple eko retenir nini po bo betaka lisolo awa na cadre moko VIP, est-ce que bo giteti na base pona ko informer petit peuple? Tozali na mwana biso ya jeunesse protestante pe tokozwa ba résolution tango tokokota na comité exécutif biso tokotambola tokolobela pe omoni oyo omoni aweza échantillon elobi ete ba OR bakobima oyo omoni bakokena ba communauté na bango bakoinformer ba président ya ba communauté ba président ba communauté bakoinformer ba président ba église ba président ba église bakoinformer ba jeune na bango ya ba église elobi ete message oyo ekokoma tina petit peuple tina base bango pe bakoinformer ba famille na bango nde na lolenge wana nde biso to communiquaka mais toza ba protestant toyebi ko protester pona ba droit na biso pe pona ekolo na biso ezala na ndenge longo bani totondi géophysique, mais il y a aussi un grand déplacement par rapport à la géostratégie. Il faudrait que tous les Congolais comprennent pour le faire de manière apaisée. Et nous pensons surtout dans le 5e et dernier chapitre explorer la question du devenir. Qu'est-ce que Binemwe va devenir? Quel est le devenir de Banyarwanda, Banyamulenge au Congo et dans la région? Et donc, les contributions, on les donne individuellement, mais pour donner collégialement, collectivement ou officiellement, il faut avoir un titre pour le faire. Je vous remercie. Merci. Je remercie d'abord notre Dieu qui a rendu possible cette conférence. Il ne vient pas ouvrir ouvrir les combats de l'Église par rapport à l'amour et à la recherche de la cohésion nationale et à la défense de l'intégrité nationale. C'est une conférence qui vient interpeller la jeunesse protestante, les leaders des jeunes protestants, les jeunes congolais et surtout les jeunes confessionnels, d'associer à la prière les actions patriotiques qui concourent non seulement à la cohésion ou à la paix, mais à la sauvegarde de la terre patrie. Merci beaucoup merci beaucoup, Révérend Mémy, pour votre message qui nous interpelle la théologie de la terre. Il élève des aspects très importants de leadership, de la bonne gouvernance, de la justice sociale. Merci beaucoup, cher grand frère Prédi, pour votre aperçu historique du processus de la balkanisation, en même temps une interpellation de veille à la jeunesse de se former sur le plan historique, philosophique. Moi j'ajouterais aussi théologique, l'initiation théologique, la théologie de la terre, la théologie politique, pouvant permettre à ce que nous puissions vraiment, lorsqu'il faut parler de la RDC, que nous puissions être à l'aise, de communiquer, de défendre notre pays. Chacun a son domaine, ceux qui travaillent, la jeunesse qui est dans l'armée, la jeunesse qui est dans la politique. Et nous sommes au sein de l'Église.
une jeunesse qui doit éveiller la conscience, qui doit travailler pour la paix et pour la stabilité de notre pays. Notre Église, à travers les sessions du Synode national, comité exécutif, ne cesse de travailler sur la paix et la stabilité de notre pays. Nos différents leaders de l'Église ont toujours, de génération en génération, travaillé pour notre pays. Alors nous, la jeunesse, à l'occasion de la célébration du mois de la jeunesse, qui totalise actuellement 57 ans, nous devons approfondir notre responsabilité, prendre notre responsabilité pour s'approprier tous les acquis de l'Église, de notre pays, pour permettre à ce que nous jouons réellement un rôle important pour la paix et la stabilisation de notre pays. Du mois de la jeunesse, ce n'est pas une petite structure, c'est un grand mouvement qui est bien encadré au sein de l'Église, une jeunesse qui est co-gestionnaire, qui participe à tous les organes de l'Église. Donc c'est une jeunesse mûre, une jeunesse qui est au sein de l'Église et qui vit dans la société. Partant de tout ce que nous recevons, nous constatons sur le terrain, et comme partage de cette question avec beaucoup d'émotion, sans donner de bases concrètes. On s'est dit non, nous allons organiser un cadre de réflexion où on invite les aînés qui sont outillés dans ce domaine, comme M. Freddy Boumba, les professeurs, les éminents professeurs de l'Église de Christ au Congo, qui sont à l'université protestante au Congo. Ils nous ont vraiment beaucoup édifiés et ils ont réveillé la jeunesse, encouragé, aider la jeunesse à s'approprier l'histoire de son Église, de la RDC, l'histoire de notre société, voir dans quelle mesure nous devons aimer la terre, la théologie de la terre, comment encourager la bonne gouvernance, comment renforcer le leadership capable de permettre à ce que nous puissions vivre la cohésion nationale, vivre la paix, la stabilité de notre pays, être capable de protéger notre terre, notre pays. Quel conseil allez-vous donner à d'autres jeunes de l'Église, l'Église du Réveil, l'Église protestante, kimbanguiste et la jeunesse congolaise? Bon, à cette jeunesse confessionnelle, catholique, protestant, nous sommes ensemble. Nous allons voir dans quelle mesure nous retrouver pour travailler en synergie par rapport aux questions sensibles qui touchent la vie nationale. À notre niveau, nous prêchons non seulement l'amour et la force d'aider notre pays d'aller à l'avant. Willy Massaka, président national de la jeunesse protestante. Lelo sangisi ba jeune pona ko lobela bongo Italie bongo République démocratique du Congo lelo bekoza ni na ba téléspectateurs na biso ba kolanda na poko ya lelo. Bon, lelo ba ezali ete ba bilenge nyonso congolais esengeli ba sosola ete esengeli ba linga mboka na bango koyeba mboka tokoloba balkanisation mboka balingi koteka yango balingi kokabola yango mais eloko nini tozali kosala yango wana tobengisaki babilenge lelo bakambi parce que soki tolobi ke tobengisa babilenge nyonso awa ekozala problème monene tobengisaki baprésident ya bacommunauté bao mpe bauti na baprovince parce que les 11 provinces ecclésiastique oyo ezali kokamba 26 provinces baza sur place toye pona kokanisa lolenge nini tokomene baaction ya sensibilisation ya éducation epai ya babilenge na makambo etali kimia mpe kobatela mboka na biso
Bongo jeunesse oyo ezandero ya ICC ko s'attendre na nini pona o itali bongo makambo ya République démocratique du Congo. Non, en tout cas pona biso tozali ko sala mosana ba jeune nyonso. Yango lo mona ki na kati ya salle ba jeune catholique ya mouvement fokolari, ba jeune musulman, ba jeune kimbangiste, biso tozali ko sala mosala elongo to kokoba na ko sala mosala ngo elongo pe na boyokani. Pona mboka na biso tombama pona ba jeune nyonso congolais ya ba parti politique ya ba association tika kozala ba instrument ya manipulation politique oyo na ba message ezali ko sungate mboka na biso ezana bomoko tolinga mboka na biso na kosala oyo ezali kosenge kosala nyonso oyo kosunga ete kimia bomoko pe